Et on poursuit avec notre partenaire du mercredi, Xavier Van Lierde, qui est donc journaliste pour Radio Courtoisie et Ligne Droite. Bonjour Xavier Van Lierde et merci d'être avec nous ce matin. Bonjour Liselotte, alors une fois n'est pas coutume, je vais enfreindre une règle journalistique et commencer par vous poser une question personnelle. Vous arrive-t-il, Liselotte, de commander, de vous faire livrer des repas par l'entreprise Uber Eats et son armée de livreurs à vélo? Alors non, je préfère cuisiner mes propres plats. On peut poser la question à Richard Dessès qui est aussi avec nous. Non plus, jamais. Bon, bah Bon, eh voilà. bien écoutez, Liselotte, Richard, vous avez bien raison. C'est certainement raison parce que vos repas sont certainement meilleurs pour votre santé, mais aussi, figurez-vous, pour la santé de la France et de l'Europe. Et je ne dis pas ça seulement parce que le repas familial et cuisiné maison est bien évidemment un des socles de la civilisation. Je le dis parce que la multinationale américaine Uber Eats et son armée de livreurs à vélo passent depuis sa création en 2015 pour une sorte de filière à part entière d'immigration légale tant elle emploie une vaste masse de main-d'œuvre illégale et clandestine dans ses rangs. Et il se trouve que que ces soupçons viennent d'être confirmés par un communiqué de cette entreprise elle-même, un communiqué qu'elle a publié en Grande-Bretagne et que je vous réserve pour la fin de cette chronique. Et oui, il faudra rester jusqu'à la fin pour le découvrir. Alors certes, ce n'est pas tout à fait un scoop. Les indices s'accumulent depuis des années. En mai dernier, d'ailleurs, le magazine numérique d'extrême gauche Street Press, que nous saluons confraternellement, salut les confrères, en rajoutait une louche en donnant la parole à ces forçats de la livraison regroupés, tenez-vous bien, dans un collectif des livreurs sans papier de Lille. Alors dans ce reportage édifiant, les travailleurs illégaux faisaient part de leur dépit. Je les cite, nous, livreurs sans papier, sommes pris en étau entre les contrôles de police et les demandes de rentabilité d'Uber Eats, ce qui est parfaitement exact du reste. Nos confrères revenaient sur le fonctionnement de ce marché du travail, à la fois mondialisé, numérique, clandestin, et dans lequel donc des multinationales se jouent des lois fiscales, sociales et des lois morales aussi. Chaque semaine, rapportent nos confrères de Street Press, des dizaines de messages vocaux sont diffusés parmi les livreurs pour prévenir des contrôles policiers qui ciblent les coursiers sans papier de la métropole lilloise, contraints au mouvement permanent. Les membres du groupe se partagent aussi des contacts d'avocats et le réseau d'entraide s'active parfois même au-delà des frontières. Ils sont multinationaux, eux aussi en quelque sorte, avec des cagnottes créées pour aider financièrement les livreurs expulsés vers leur pays d'origine. Alors, ce que Street Press, en revanche, ne saisit pas, ne dit pas, c'est combien cela démontre la façon dont le capitalisme financiarisé et mondialisé a noué en réalité une alliance tacite avec l'extrême gauche immigrationniste pour jouer à saute-mouton au-dessus des frontières et des lois nationales qui étaient censées civiliser le marché du travail et protéger bien évidemment les travailleurs. Alors je dis une alliance tacite parce que bien sûr, Uber Eats et ses concurrents prétendent que tout faire pour lutter contre le travail illégal, se conformer au droit du travail, refuser le recours à la main-d'œuvre corvéable à merci que représentent les migrants, etc. Et de leur côté, bien entendu, les associations d'extrême gauche qui militent pour l'ouverture à tout va des frontières, l'accueil inconditionnel des migrants, prétendent elles aussi mener une lutte anticapitaliste. Mais un tout récent communiqué de la filiale Uber Eats en Grande-Bretagne, celui dont je vous parlais, a réduit à néant tous ces beaux discours, les chartes éthiques des uns et les manifestes révolutionnaires des autres, pour en revenir aux faits et aux réalités comptables. Car dans ce monde-là, à la fin, les faits sont des réalités comptables. Et dans ce communiqué, Uber Eats met en effet en garde les Britanniques en déclarant, je cite, que toute répression du ministère de l'Intérieur contre les travailleurs illégaux de l'économie des petits boulots pourrait faire grimper le coût de la livraison des plats à emporter. Horreur et damnation. Alors bien sûr, dans le même communiqué, Uber Eats affirme qu'elle salue les efforts du ministère de l'Intérieur pour dissuader les migrants et les passeurs de risquer des voyages sur de petits bateaux à travers la Manche vers la Grande-Bretagne. Mais tout en avertissant donc que, et là je cite à nouveau, de nouvelles exigences législatives pourraient avoir un impact négatif sur nos activités, y compris les dépenses nécessaires pour se conformer à ces lois et réglementations. En clair, Uber Eats se prononce contre la lutte contre l'immigration illégale et il existe donc bien une sorte de convergence des luttes, comme on dirait les filles, entre ce type d'entreprise multinationale et les associations militantes, immigrationnistes et post-nationales, entre les profiteurs de l'ubérisation et les prophètes de la créolisation, le second étant en fait les fournisseurs de main-d'œuvre des premiers. Mais en réalité, chacun y trouve son compte. On pourrait en effet tout aussi bien considérer qu'Uber Eats est une sorte de pompe aspirante à futurs électeurs LFI. Comme on dit dans le monde du business,
c'est du win-win, du gagnant-gagnant. Sauf bien sûr pour les travailleurs et les employeurs britanniques, français, belges, bref, pour les travailleurs et les employeurs européens respectueux des lois. Qu'en conclure alors? Eh bien, d'abord, à titre personnel, qu'il faut absolument cesser de se comporter comme des consommateurs abrutis. Lorsque Uber Eats pond son communiqué, en mettant en garde contre une hausse des coûts de la livraison des repas, il espère que les consommateurs que nous sommes vont prendre le dessus sur les producteurs et les citoyens que nous sommes aussi. Et cette schizophrénie doit bien entendu cesser. Du côté de la gauche, d'ailleurs, c'est assez mal parti, je vous le préviens d'avance, car figurez-vous que selon une autre enquête, une enquête réalisée par l'Institut Cluster 17 pour le magazine Le Point, les électeurs qui se positionnent très à gauche sont en fait les plus nombreux à utiliser ces plateformes esclavagistes pourtant, à 29% contre 19% des Français en moyenne. Leur enseigne prédilection est par ailleurs justement Uber Eats. Et puis de façon plus collective, de façon plus politique aussi, il faut probablement prendre conscience que cette collusion entre Uber Eats et l'extrême gauche immigrationniste se double politiquement d'une collusion politique entre les partisans de l'uberisation et les partisans de la créolisation, entre les partisans de la nouvelle économie mondialisée et les partisans de la nouvelle France créolisée. Alors tous, en réalité, sont intuitivement favorables à une sorte de liquidation de la France et de l'Europe de toujours, et c'est bien ce désir de liquidation qui fonde ce qu'on appelle le bloc progressiste. Alors voilà pourquoi, face à ce bloc destructeur, il est probablement temps de constituer une sorte de vaste coalition de ceux qui, en face, avec humilité, avec détermination, veulent préserver, maintenir, transmettre. Il fut un temps où l'on appelait cela la droite. Merci Xavier Van Lierde pour cet édito. Et puis on en discute. J'aimerais rebondir tout de suite sur ce bloc progressiste. Effectivement, ce bloc progressiste qui se présente en permanence comme étant aussi le bloc humaniste en réalité. On voit qu'une fois de plus, ils aiment les paradoxes et que derrière leur grand discours, il y a un comportement tout à fait différent. Ah oui, oui, bah c'est fascinant. Je vous parlais de cette étude de l'Institut Cluster 17. Et le principe de l'Institut Cluster 17, d'analyser et d'examiner, de décrypter les comportements réels d'un certain nombre de groupes qui constitués selon des affinités idéologiques. Donc il y a un groupe conservateur et donc un groupe progressiste. Et dans ce groupe progressiste qui se caractérise par des positions plutôt, donc c'est des gens plutôt jeunes, diplômés, qui travaillent souvent dans les arts et spectacles, vous voyez le tableau. Alors ils sont pro-européens, pro-accueil des migrants, pro-adoption pour les couples homosexuels, massivement contre la peine de mort, etc. Leurs votes vont à gauche, de la gauche jusqu'à l'extrême gauche. Ils ne représentent que 5% des Français, mais enfin ils sont paradigmatiques. Eh bien c'est chez eux que le recours aux plateformes de livraison de repas atteint un record, tenez-vous bien, à 46%. C'est-à-dire qu'un de ces progressistes sur deux se fournit pour manger le soir chez Uber Eats plutôt que lui qui aime tant le vivre ensemble, aller dans un restaurant ou se cuisiner soi-même des bons petits plats. Ils font pédaler des clandestins sidérant. pour manger, quoi. Et voilà, exactement, exactement. Et dans l'enquête de nos confrères d'extrême gauche, de Street Press, il y a un passage d'ailleurs assez drôle et triste et pathétique en réalité, où ils décrivent la scène je ne sais plus si c'est la police ou l'inspection du travail qui vient arrêter contrôler un de ces livreurs subsahariens, et le réflexe du client, c'est de tout de suite s'interposer pour aller défendre ce pauvre travailleur étranger, sans comprendre qu'en réalité, de la sorte, il entretient un système qui est proprement esclavagiste. Je crois pas que ce soit, enfin, c'est pas de l'ordre de la contradiction, c'est carrément une dissonance cognitive très profonde. Ce mot esclavagisme, ça fait 2 fois que vous le prononcez, Xavier Van Lierde, et effectivement, il est fascinant. La gauche soutient en fait une régression sociale absolue. Ah bah oui, absolument. Au point même, en fait, l'uberisation, c'est un mot qu'il faut peut-être expliquer. L'uberisation, en fait, c'est plus profondément, c'est le retour du travail à la tâche. C'est-à-dire que le progrès social et le progrès dont chacun a pu bénéficier en Occident au cours des dernières décennies se fondent sur une ère qui était celle du salariat. Salariat et des entreprises stables. Les entreprises, ce sont des institutions. Des institutions, ça édicte et ça respecte des règles. Ça constitue en quelque sorte des communautés. Des communautés un peu spécifiques, parce que ce ne sont pas des communautés politiques, mais ce sont des communautés de travail dans lesquelles les gens nouent un pacte durable
pour atteindre un objectif qui est généralement la production de biens et de services. En tout état de cause, donc ces communautés, par leur caractère de stabilité, sont par nature protectrices. Uber arrive et met en contact directement un producteur de services individuel avec le consommateur. Il casse donc ce pacte-là pour revenir à un travail à la tâche. Il faut bien comprendre qu'un livreur de repas Uber est un malheureux qui ne sait pas combien il gagnera à la fin du mois, ni même à la fin de la journée, car c'est au fil des commandes des uns et des autres que son carnet va se remplir. Il y a de bons jours, il y a de mauvais jours, et puis si on souhaite ne plus recourir, si Uber Eats souhaite ne plus recourir à ces services, eh bien, elle peut s'en débarrasser du jour au lendemain, car il n'est pas un salarié, il est une sorte de prestataire à la tâche. Et le travail à la tâche, en fait, c'est un vieux fantasme. C'est un vieux fantasme. Alors là, la discussion devient un petit peu plus profonde idéologiquement, mais c'est un vieux fantasme qui existe chez les progressistes depuis la Révolution française. Une des premières lois édictées après la Révolution française, c'était la loi Le Chapelier, c'est une loi de 1791, et qui interdisait tous les groupements professionnels, que ce soit les gens de métier, les guildes professionnelles qui rassemblaient les ouvriers et leurs apprentis, enfin bref, ce qui était une forme d'organisation protectrice et déjà des ébauches d'entreprises pour livrer en quelque sorte, ne voir dans les ouvriers que des individus isolés et donc bien évidemment beaucoup plus fragiles et corvéables. Sous prétexte de libérer le citoyen, on a fait en sorte de lui supprimer les protections sociales qui existaient à l'époque avec les corporations. Le décret Allard, la loi Le Chapelier, c'est en fait le citoyen qui n'a que ses bras face au citoyen qui a tout l'argent. Et bizarrement, on a vu au 19e ce que l'intelligence de la chose avait réussi à produire. Et d'ailleurs, il faut le souligner, c'est la droite nationaliste, légitimiste, monarchiste qui a fait l'intégralité du droit social en France au 19e contre la gauche républicaine qui à chaque fois met en avant la liberté pour justifier le travail des femmes, des enfants et l'interdiction des syndicats. Oui, allez-y. Non, pardonnez-moi, vous avez appuyé sur le bouton, du coup tout sort. Et ce qu'il y a de fascinant avec cette gauche aujourd'hui, c'est sous prétexte que l'entreprise est un modèle patriarcal, avec une protection de la part du puissant vis-à-vis des faibles que sont les ouvriers, il faut détruire l'entreprise, quitte à détruire en fait tout ce qui protège. Exactement, détruisons les frontières et faisons en sorte que tous les pauvres que les frontières protégeaient et tous les faibles soient emportés par ce vent de la mondialisation. Comment est-ce que la gauche justifie cette ubérisation des métiers, cette ubérisation du travail, cette dissolution de l'entreprise, le fait qu'on se retrouve avec des gens venus de nulle part dans un statut de clandestin ou en tout cas de quasi-esclaves, et qui sont incapables évidemment de s'organiser? Alors je pense que d'une part, ils vivent dans un monde totalement disparu. C'est-à-dire que je pense que l'imaginaire de la gauche est encore un imaginaire de grandes entreprises tayloriennes, industrielles. Enfin, je pense que quelqu'un de gauche pense qu'il y a encore une usine Citroën sous le quai André Javel dans le 15e arrondissement de Paris. Et donc dans leur imaginaire, pour défendre les travailleurs, eh bien, il faut lutter contre la grosse entreprise industrielle avec ses petits chefs, ses contremaîtres, etc. Mais ce monde est totalement évanoui et ne se sont pas adaptés aux nouveaux puissants du jour. Et puis par ailleurs, de façon plus profonde, je crois que dans le logiciel progressiste, il y a quand même cette idée que l'individu était premier et existe en lui-même et doit s'émanciper de toute communauté, de toute pesanteur communautaire. Et donc, c'est pour ça que la gauche s'en prend à la nation, bien entendu, qui est une communauté, la communauté nationale, mais aussi aux petites patries qui étaient les provinces, et aussi à la famille. Tout ce qui relie en quelque sorte leur est détestable. Parce que l'individu, dans cette idéologie-là, est premier et doit donc flotter en toute liberté. Et donc on retrouve un raisonnement qui fonctionne très très bien avec la loi Le Chapelier en 1791, mais aussi avec l'ubérisation. Cette ubérisation, donc là vous pointez du doigt Uber Eats avec ce côté aberrant
de livreurs travaillant dans des conditions abominables pour des tarifs abominables. Je dis des conditions abominables parce qu'évidemment, pédaler à vélo dans le froid, la nuit, sous la pluie, au milieu de la circulation, eh bien, on est un peu loin du confort du mec de l'ONG qui est en train de rectifier sur Wikipédia la notice de Marine Le Pen. Et on est avec cette Uber Eats, l'achèvement en fait du projet Uber qui à la base est fondé par un entrepreneur américain et qui consiste à casser le marché des taxis pour faire en sorte que tout le monde puisse se transformer en taxi. Il y a l'idée que tout le monde peut faire n'importe quoi pourvu qu'il accepte la rémunération la plus faible en fait. Oui, c'est ça. C'est pour ça que c'est vraiment le retour du travail à la tâche, qui est vraiment c'est-à-dire que dans l'échelle de l'horreur du monde du travail, le travailleur à la tâche, c'est vraiment celui qui est le plus mal placé, voilà, dans la situation de fragilité la plus importante, puisqu'il est par définition isolé. Et alors, vous avez parlé des contraintes physiques auxquelles sont exposés ces malheureux livreurs. En réalité, au-delà des risques d'accidents, des risques liés aux intempéries, il y a surtout des risques qu'on appelle psychosociaux dus au fait qu'en réalité, un livreur Uber n'est jamais confronté à un supérieur. Il ne peut jamais faire part de ses soucis ou de ses contraintes ou des imprévus auxquels il a pu faire face au cours de sa journée de travail à un être humain en chair et en os. C'est quelqu'un qui, en réalité, est dirigé, télécommandé par un algorithme qui lui intime l'ordre de se rendre du point A au point B avec tel ou tel repas à livrer à tel ou tel bobo. Et s'il se passe quelque chose, il n'y a aucun rapport humain. Et donc là, je reviens à votre précédente question. La gauche déteste les petits patrons, elle déteste la figure du patron, la figure du contremaître, de ce qu'on appelait le petit chef. Mais le petit chef et le patron, ce sont des gens de chair et d'os auxquels on peut se confronter. On peut éventuellement rentrer en conflit, et quelqu'un aussi qui peut vous comprendre. Un algorithme ne vous comprend pas. Il applique une grille d'analyse et on s'y conforme ou on est éjecté du système. C'est aussi, dans l'ubérisation, c'est aussi ce monde-là qui pointe son nez, au-delà du caractère parfaitement post-national. Mais en réalité, le caractère désincarné et post-national va ensemble. C'est une même réalité uniquement comptable, algorithmique, qui est en train de peu à peu s'emparer de la société. Et d'ailleurs, en fait, c'est aussi la mise en forme sur le marché du travail de cette exclamation de Margaret Thatcher, vous savez, qui avait dit dans les années 80, au moment justement de la naissance de l'économie mondialisée et financiarisée, elle disait « Il n'y a pas de société ». There is no society. Il n'y a pas de société. Elle voulait dire par là, il n'y a que des individus. Probablement temps de se souvenir qu'en réalité, il existe des sociétés. La France est une réalité et qui doit se défendre probablement contre ce type de comportement extrêmement prédateur. Et autre chose, hein, d'ailleurs, quand je dis la France, parce que ça se règle aussi au niveau national, le cas Uber met en lumière en réalité cette pratique qui consiste à certaines entreprises multinationales à maximiser leurs profits en recourant à une main-d'œuvre, la main-d'œuvre de l'immigration illégale, pour ne pas supporter les coûts de la main-d'œuvre nationale, mais en réalité à laisser à la société et à la France entière les coûts exorbitants que cette main-d'œuvre a pour la collectivité. En économie, on appelle ça les externalités négatives. C'est-à-dire que quand on fait venir des immigrés clandestins en France, par exemple, Uber va les utiliser. Et c'est super parce que ça lui coûte moins cher que des salariés français. Mais pour la France elle-même, pour la collectivité nationale, ces mêmes immigrés clandestins représentent un coût exorbitant, car il faut les louer, il faut les placer dans des centres de clandestins, il faut leur payer les avocats pour les procédures, ils ont l'aide médicale d'État, etc., etc. Et ces coûts additionnés les uns aux autres sont quand même pas maigres, parce que selon l'Observatoire de l'immigration, ça représenterait quand même 3,4% du PIB. Donc en fait, l'avantage que représente cette main-d'œuvre corvéable pour Uber, ça c'est l'aspect privé, et en revanche, tous les coûts sont collectivisés. Voilà, c'est vraiment une façon de parasitisme en réalité.
On parle d'Uber parce que c'était intéressant de voir aussi la façon dont la gauche encourage ce système, alors qu'effectivement, il y a toute une dimension sociale derrière. Mais on pourrait étendre ça en fait à toute la restauration, puisqu'on le sait aujourd'hui, il y a énormément de restaurateurs qui expliqueront qu'ils sont contraints à cela, mais qui, dans tous les cas, embauchent énormément de clandestins dans leur cuisine. Oui, bah, c'est tout à fait le même phénomène pour les restaurateurs qui emploient ce type de faux cuisiniers qui sont en fait des préposés au micro-ondes qui vont réchauffer Oui, voilà, plonge. euh, des plats préparés industriellement, fonctionnent effectivement selon la même logique d'externaliser, de faire reporter sur la collectivité entière euh, les externalités négatives du recours à ce type de main-d'œuvre. Voilà, Tout et à qui fait. travaillent notamment dans ce qu'on appelle des dark kitchens. Alors on va essayer de le franciser, mais les cuisines noires, qui en fait ne sont pas des restaurants qui accueillent des clients, mais qui se contentent de cuisiner et qui ne fonctionnent que par justement la livraison via Uber Eats ou Deliveroo. Donc Xavier Van Lierde, ma question suivante s'enchaîne naturellement. Comment est-ce que les Français, comment nos auditeurs peuvent faire, puisque on le disait effectivement au début de l'entretien, il vaut mieux éviter de commander via Uber Eats ou Deliveroo. Alors déjà pour ne pas ressembler à la gauche et puis ensuite pour éviter d'alimenter et d'entretenir ce système. Néanmoins, maintenant quand on remarque que une grande partie des restaurateurs profitent aussi un peu justement de cette immigration illégale avec tout ce que ça entraîne. Voilà, à part rentrer dans les cuisines en essayant de savoir qui y travaille, ça devient compliqué. Mais en fait, c'est très simple d'entrer dans les cuisines avec l'inspection du travail et de vérifier qui est un travailleur dûment déclaré ou pas. La volonté politique permettrait de résoudre ça en quelques semaines. L'inspection du travail, ce sont des milliers d'inspecteurs. Pour l'instant, on les utilise à d'autres choses qu'à traquer. En tout cas, on ne les utilise pas prioritairement à traquer le travail illégal et la présence d'une main-d'œuvre essentiellement souvent constituée dans certaines entreprises de travailleurs clandestins qui n'auraient rien à faire en France. C'est d'ailleurs amusant de constater que ces contrôleurs justement du travail sont chargés souvent de contrôler tout un tas de normes qui sont parfois très difficiles à suivre pour les employeurs et leurs salariés. Initialement, l'idée, c'était quand même de protéger le salarié, de lui permettre de travailler dans un cadre de travail sain, sécurisé. Aujourd'hui, c'est plutôt pour répondre encore une fois à tout un tas d'enfers de normes. Et on voit que là où justement ils pourraient être utilisés dans un confort social, eh ben, ils ne servent plus à rien. Alors Franck me fait signe, on va devoir terminer. Ah bah voilà, Oui, Franck s'est trompé, ça arrive à tout le monde. Je vais en profiter pour couper Liselotte et vous aussi Xavier. Présenter évidemment, Uber c'est de l'esclavage, c'est clair, et la gauche est esclavagiste une fois de plus. Est-ce que le salariat n'est pas aussi, malgré tout, et on l'a vu avec l'histoire du salariat au 19e, une manière de tenir le salarié en laisse. Et le système des corporations qui a été détruit et qui existait dans l'Ancien Régime, c'était plutôt le travailleur libre. Donc l'idéal n'est-il pas plutôt le travailleur libre qui possède son outil de production et qui est capable de s'organiser pour faire en sorte de faire pièce aux puissances d'argent qui voudraient lui voler son outil de travail. Ah oui, certainement. Vous savez, là on rentre dans quelque chose qui pourrait nous mener extrêmement loin. L'essentiel, c'est de vouloir reproduire la lettre de ce qui existait sous l'Ancien Régime. À mon avis, c'est une illusion, car les métiers s'organisent aussi selon l'évolution des techniques. Et que donc, l'irruption du numérique est une réalité à laquelle il faut se confronter, de la même façon que le développement de la grosse industrie au 19e était une réalité à laquelle il fallait s'adapter, et la naissance, ou en tout cas le développement du modèle entreprise correspond aussi à un développement technique qui la rendait probablement nécessaire dans un but d'optimisation. Maintenant, les lois doivent évoluer pour encadrer ces évolutions techniques et la façon dont elles se sont mises en œuvre, en conservant l'esprit de la chose. C'est-à-dire que pour moi, les corporations d'Ancien Régime, les guildes de métiers, la façon de la relation ouvrier, apprenti et maître d'œuvre est une référence qui doit inspirer, mais qui serait évidemment totalement illusoire de vouloir simplement copier, parce que les circonstances globales ont changé pour de vrai. Mais cela dit, on peut imaginer une guilde de cyclistes qui exigerait que les personnes soient des immigrés
pas clandestins, mais légaux, et même qui pourrait exiger 2 ou 3 autres Que ce ne mesures. soit pas des immigrés. Pardon, que ce ne soit pas des immigrés. Soyons fous. Voilà, et qui du coup, ferait en sorte que le salaire payé à ces gens soit honnête. Ça enchérirait le coût du restaurant, mais voilà, ça éviterait que les gens croient faire une bonne affaire sans se rendre compte que ça repose sur un système d'exploitation sordide. Bah le restaurant, on le paye même quand on n'y va pas, puisque on paye toutes les externalités négatives dont je parlais. Donc de toute façon, le coût pour la société, il existe pour la société et donc pour chacun des individus qui la constituent. Aujourd'hui, même sans aller au restaurant, on paye une part du coût qu'entraîne la présence de travailleurs clandestins dans leur cuisine. Donc de fait, ce système serait beaucoup plus sain. Voilà, on a encore 3 minutes pour expliquer pourquoi tout ça c'est Alors, et mal. cela dit, voilà, donc la recette, c'est ne jamais commander chez Uber Eats. La recette, c'est acheter sa nourriture. Enfin, est-ce que le... Oui, mais puis il y a aussi certainement un sursaut politique. C'est-à-dire que je pense qu'il faut réussir à désigner cet ennemi et comprendre que le bloc progressiste est en réalité porteur d'un véritable projet et que ce n'est pas un hasard si au second tour des élections, ce n'est pas seulement pour sauver leur poste que des gens qui sont des macroniens progressistes soi-disant raisonnables finissent toujours par préférer voter pour un candidat LFI que pour un candidat, par exemple, du Rassemblement national. C'est-à-dire qu'il y a une épaisseur sociologique et idéologique, malgré toutes les divergences que ces gens peuvent avoir, eh bien, de façon intuitive et instinctive, ils partagent un certain nombre de choses, de réflexes, de sensibilités, et qui sont centrés sur cette idée que la France s'est dépassée, que les communautés c'est ringard, et que l'individu tout-puissant dans l'expression de ses désirs, eh bien c'est ça l'ultime progrès. Et une des façons d'exprimer de façon un peu ridicule ces désirs, eh bien c'est de tout obtenir en un clic. Voilà. Sans avoir à se poser des questions de responsabilité. L'homme délié, le monde fluide, l'absence de toute véritable relation de responsabilité à l'égard de son prochain, eh bien, c'est un peu le cœur idéologique de ce bloc progressiste qui n'a en réalité rien d'humaniste. Et donc, face à ce bloc-là, eh bien, il faut constituer évidemment une alternative. Et il me semble que l'un des sujets qui pourrait constituer cette alternative, c'est la volonté de maintenir, de préserver et de transmettre. Et je suis même persuadé que ce programme-là, décliné selon toute une série de sujets, eh bien, serait de nature à constituer une très très large majorité. Ouais. Alors, le caractère un peu putassier de l'autre projet commence un peu à se voir quand même. Merci pour cette analyse, Xavier Van Lierde. Et puis d'ailleurs, chers auditeurs, notons qu'on peut étendre tout ça à Uber, donc pas Uber Eats, mais Uber, qui propose des taxis en instantané, la même façon qu'on vous proposez de manger instantanément, on vous propose des taxis en instantané, c'est exactement le même fonctionnement. Donc voilà, ceci près que c'est beaucoup moins cher que les taxis, donc du coup, en plus, ça fait une concurrence déloyale. Oui, voilà, c'est ça. Et comme Uber Eats, d'ailleurs, on dira, oui, ça coûte beaucoup moins cher. Bref, bon. Merci Xavier Van Lierde pour cette analyse. Donc on vous retrouve la semaine prochaine, même jour, même heure. Et merci Richard d'avoir mené cet entretien avec moi. Merci.